À la table du réveillon de Noël, mon grand-père a frappé violemment du poing sur le bois. Pourquoi, alors qu'un parfait inconnu dirige l'entreprise de logistique et d'entrepôt frigorifique valant plusieurs millions d'euros que j'ai acheté pour ma petite fille, moi, Léa Lefebvre, suis-je restée figée avec un morceau de dinde au bout de ma fourchette à mi-chemin de ma bouche? Ces paroles ont résonné comme un coup de tonnerre, faisant taire instantanément toute la pièce. La table était pourtant animée quelques secondes plus tôt par les rires, le cliquetis des verres, l'odeur de la dinde au marron et des biscuits à la cannelle qui embaumaient l'air. Mon grand-père Gérard venait de rentrer d'un long voyage d'affaires et siégeait en bout de table. Puis, sans prévenir, sa paume s'est écrasée contre le bois, faisant trembler chaque verre de vin. Il a fixé le centre de la table, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Pourquoi un inconnu dirige-t-il l'entreprise de logistique à Lyon que j'ai achetée et mise au nom de Léa il y a 4 ans? J'ai lentement abaissé ma fourchette, laissant mes yeux s'écarquiller dans ce qui ressemblait à un choc total. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix tremblante et confuse. Grand-père, de quoi parles-tu? Je n'ai même pas un seul euro à mon propre nom. Comment pourrais-je posséder une entreprise? Le silence qui a suivi était étouffant. Les jointures de mon père sont devenues blanches autour du couteau à découper. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon frère cadet, Théo, et sa femme Chloé ont échangé un regard rapide et nerveux. Personne n'osait parler. Grand-père s'est penché légèrement en avant. Il a expliqué calmement que quelques semaines plus tôt, un ancien partenaire commercial l'avait appelé par erreur, pensant qu'il était toujours impliqué. Le partenaire l'avait félicité pour le nouveau propriétaire, un homme nommé David Moreau, qui était désormais pleinement aux commandes de la société. J'ai gardé mon expression stupéfaite en demandant doucement « David Moreau ». Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. À l'intérieur, tout s'emballait, mais je restais silencieuse, observant leur réaction, attendant la suite. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Et c'est là que la police est arrivée. Avez-vous déjà été trahi par les personnes les plus proches de vous, celles que vous pensiez être toujours là pour vous soutenir? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes et je veux vraiment savoir d'où vous venez et ce que vous avez traversé. Et si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Rendez-vous dans la deuxième partie. Toute la famille était encore figée par la question de grand-père. Mon grand-père Gérard a fouillé dans sa mallette et en a sorti un épais dossier de documents fiscaux que le partenaire commercial lui avait envoyé par erreur par courriel. Il les a fait glisser sur la table, pointant directement la ligne indiquant David Moreau comme l'actuel propriétaire principal de la société de stockage frigorifique à Lyon. Mon frère cadet, Théo, s'est immédiatement penché en avant, le visage empourpré en parcourant rapidement les papiers. Il a secoué la tête et a insisté sur le fait qu'il devait s'agir d'une sorte de confusion, peut-être une autre entreprise avec un nom similaire dans une autre région. Sa voix est devenue plus aiguë que d'habitude, presque forcée dans sa décontraction. Maman Sylvie est intervenue juste après, posant doucement sa main sur le bras de grand-père. Elle a suggéré qu'il devait être épuisé par le décalage horaire et le long vol de retour, disant que les souvenirs pouvaient devenir flous après de tels voyages. Elle souriait de façon trop large, essayant de détourner la conversation. Papa Marc a hoché la tête en accord avec elle, découpant une autre tranche de dinde. Même si plus personne ne mangeait, il a convenu que ce soir, c'était Noël, un moment pour la famille et la célébration, et non pour des discussions d'affaires qui pouvaient attendre que tout le monde soit reposé. Je suis restée assise là, laissant la confusion se lire sur mon visage, comme si tout cela était totalement nouveau pour moi. Mon esprit s'emballait, mais j'ai gardé un ton doux et désemparé quand j'ai finalement repris la parole. Je leur ai raconté comment les 4 dernières années n'avaient été que lutte après l'obtention de mon diplôme, survivant dans un studio exigu et délabré de la banlieue lyonnaise, où les murs étaient fins et le chauffage fonctionnait à peine pendant les hivers rigoureux. Il y avait des mois où les nouilles instantanées étaient le repas principal, complété par les légumes les moins chers que je pouvais trouver dans les magasins de déstockage. Un Noël en particulier me revenait à l'esprit. Je venais d'être payée pour un petit boulot d'intérim, mais après le loyer et les factures, tout ce que j'avais pu m'offrir était une petite boîte de biscuits de sous-marque emballée dans du vieux journal parce que je n'avais pas de papier cadeau.
J'ai regardé autour de la table et j'ai demandé doucement pourquoi personne ne m'avait jamais mentionné cette entreprise si elle était réellement à mon nom. Ma voix s'est brisée juste assez pour simuler la blessure et la surprise. Grand-père Gérard a repris à partir de là, expliquant davantage l'appel erroné. Le partenaire avait supposé qu'il supervisait toujours les choses et avait mentionné à quel point David Moreau développait les installations d'entrepôt et décrochait de nouveaux contrats pour le transport de produits surgelés à travers toute la France. Théo s'est agité sur sa chaise, marmonnant quelque chose sur le fait que les courriels et les appels pouvaient s'entremêler tout le temps dans les affaires. Chloé est restée inhabituellement silencieuse à ses côtés, se concentrant sur les aliments qu'elle poussait dans son assiette. Maman n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à papa, qui s'est raclé la gorge et a suggéré que nous prenions tous un dessert pour détendre l'atmosphère. J'ai insisté un peu plus, demandant à grand-père si le partenaire avait dit autre chose de spécifique sur le changement de propriété. Il a raconté la conversation plus en détail, le partenaire décrivant les récentes mises à niveau des unités de réfrigération et les nouveaux itinéraires de camions qui augmentaient considérablement les profits. Chaque mot semblait alourdir l'air, les lumières festives du sapin semblant soudainement se moquer de la tension croissante. Papa a essayé de changer de sujet à nouveau, parlant de la bonne odeur de la bûche, mais ses paroles sont tombées à plat. Théo évitait tout contact visuel, fixant les documents comme s'ils pouvaient disparaître à force de volonté. La main de maman tremblait légèrement alors qu'elle versait plus d'eau dans des verres que personne ne buvait. Je me suis penchée en arrière, croisant les bras pour cacher à quel point je les gardais stables volontairement. Les démentis s'accumulaient, des excuses vagues se superposant les unes aux autres sans aucune explication réelle. Grand-père ne poussait pas trop fort pour l'instant, laissant simplement les papiers là comme une preuve que personne ne pouvait totalement ignorer. La pièce restait tendue, chacun attendant que quelqu'un d'autre brise cette impasse gênante. Les fourchettes grattaient les assiettes de temps en temps, mais personne ne mangeait vraiment. Je sentais qu'ils cherchaient désespérément en interne de meilleures façons de détourner l'attention, leur malaise croissant à chaque seconde de silence. Grand-père refusait toujours d'abandonner le sujet. Papa a laissé échapper un long soupir, celui qu'il utilisait lorsqu'il essayait de paraître raisonnable pendant les disputes. Il a soigneusement posé le couteau à découper à côté de son assiette, le métal teinte doucement contre la porcelaine. Puis il a regardé tout le monde, son expression mêlant inquiétude et patience. Il a commencé par rappeler comment, 4 ans plus tôt, juste après mon diplôme, grand-père avait généreusement placé toute l'entreprise de logistique frigorifique, une opération établie avec des entrepôts près de Lyon et des contrats dans toute la France, à mon nom comme cadeau pour mon avenir. Mais à cette époque, disait-il, je n'avais que 22 ans, fraîchement sorti de l'école sans aucune expérience réelle du monde des affaires. Diriger quelque chose de cette taille aurait pu m'accabler, entraînant des erreurs coûteuses ou même la perte de tout le patrimoine. La famille, expliquait-il, avait simplement accepté d'intervenir et de gérer les opérations quotidiennes, me protégeant temporairement des risques jusqu'à ce que je sois mieux préparé. Maman a pris le relais avec fluidité, sa voix chaleureuse mais ferme. Elle a décrit leur peur que des partenaires peu scrupuleux n'exploitent mon inexpérience ou que de mauvaises décisions ne conduisent l'entreprise à des problèmes financiers, voire à la faillite. Tout ce qu'ils voulaient, insistait-elle, était de sauvegarder l'investissement réfléchi de grand-père pour mon bénéfice à long terme. Théo a hoché vigoureusement la tête depuis l'autre côté de la table, les soutenant. Il a qualifié cela de choix familial collectif, purement protecteur. Personne ne voulait me voir lutter avec une responsabilité aussi lourde si tôt dans la vie. Chloé restait assise tranquillement à côté de lui, sa fourchette inactive, le regard baissé pour éviter la tension croissante. J'ai laissé la douleur faire surface sur mon visage, les sourcils froncés comme si je réalisais la trahison pour la première fois. Me penchant en avant, j'ai demandé d'une voix chargée d'émotion ce que la gestion temporaire impliquait réellement. Avait-il pris des décisions sans mon avis? Pourquoi m'exclure entièrement si l'intention était la protection? Papa m'a rassuré en disant que cela n'impliquait qu'une surveillance de routine, le maintien des contrats, le paiement des fournisseurs, le réinvestissement des bénéfices. Rien de permanent, a-t-il souligné, et le contrôle me serait transféré dès que je me sentirais apte à prendre la relève. Maman a ajouté qu'ils avaient évité de m'impliquer pour m'épargner un stress supplémentaire pendant ma période d'adaptation à l'indépendance. Théo a précisé,
il surveillait de près les performances, assurant une croissance régulière sans complications inutiles. Grand-père interromput calmement, secouant la tête. Il a de nouveau désigné les documents, notant que les enregistrements indiquaient un changement complet de propriétaire, et non une tutelle provisoire ou un arrangement fiduciaire. Le front de papa s'est ridé. Il a suggéré d'éventuelles mises à jour administratives pour des raisons fiscales qui ne modifiaient pas le contrôle familial sous-jacent. Maman a acquiescé, mentionnant comment les structures de SAS nécessitaient parfois des ajustements formels pour des raisons de responsabilité civile. J'ai demandé doucement comment ces ajustements avaient abouti à ce que David Moreau soit répertorié comme propriétaire principal si tout restait entre les mains de la famille. Mon ton portait une confusion blessée, mes yeux brillants pour accentuer les faits. Théo a balayé cela d'un revers de main comme étant probablement une erreur de greffe courante dans les registres français lorsque plusieurs associés existent. Chloé a finalement bougé mais est restée silencieuse, ses doigts triturant sa serviette. Maman a continué à détourner l'attention en insistant sur leur vigilance constante sur les opérations, promettant une transparence totale très bientôt. Papa a hoché la tête, proposant une discussion après les fêtes quand les émotions seraient retombées. Grand-père a répliqué tranquillement que les documents officiels montraient une cession pure et simple, pas une gestion par procuration. La sueur perlait sur les tempes de papa. Le sourire rassurant de maman vacillait. Théo se frottait le cou avec inconfort. Les excuses se chevauchaient, détails techniques, malentendus, mesures de protection, tout pour éviter d'admettre directement la vente. J'observais chaque tressaillement, chaque regard fuyant, la façon dont les voix s'élevaient légèrement pour se défendre. L'atmosphère festive s'était complètement évaporée, remplacée par une politesse forcée masquant un malaise profond. Les assiettes restaient largement intactes. La conversation tournait en rond de manière défensive. La patience s'amenuisait mais se faisait plus insistante. Personne ne cédait de terrain, s'accrochant à de vagues assurances d'intention temporaire. Les lumières du sapin continuaient de clignoter, projetant des ombres colorées sur des visages inquiets. La tension montait régulièrement. Les démentis tenaient bon, mais s'effilochaient sous un examen persistant. Grand-père venait de finir de souligner le transfert de propriété. Il a fixé Théo du regard, la question restant en suspens. Grand-père a demandé directement si mon frère se souvenait avoir signé des papiers liés à l'entreprise au cours des dernières années. Théo a cligné des yeux plusieurs fois, posant son verre plus fort que nécessaire. Il a admis avoir apposé sa signature sur quelques procurations limitées quand maman et papa le lui avaient demandé, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'autorisations mineures nécessaires pour les décisions courantes. Pendant que je m'installais dans la vie active, grand-père est resté silencieux un instant, puis a pris son téléphone. Il a passé un court appel, ordonnant à quelqu'un d'entrer immédiatement. La porte s'est ouverte peu après. Maître Lefebvre est entré avec assurance, mallette à la main. L'avocat de confiance de grand-père l'a posé fermement sur la table, ouvrant les loquets pour révéler des dossiers organisés. Il a commencé par le document principal en question, un ancien formulaire d'autorisation portant ce qui semblait être ma signature. Maître Lefebvre a d'abord souligné la date, notant qu'elle coïncidait curieusement avec un moment où mes relevés bancaires me situaient à des centaines de kilomètres de là, à Paris, pour des entretiens. Des images agrandies ont suivi. Les boucles et les angles différaient subtilement de mes exemples vérifiés. La pression était plus légère dans certains traits, l'inclinaison incohérente dans d'autres, assez de variations pour remettre en question l'authenticité sans déclarer un décalage flagrant. L'analyse médico-légale de l'imprimante est venue ensuite. Les points jaunes invisibles intégrés par la plupart des machines de bureau ont révélé que le document était sorti d'un appareil des mois plus tard que ce qui était prétendu, sapant la chronologie officielle. Papa a suggéré que les copies de remplacement portaient souvent de nouvelles dates d'impression pour les archives. Maman a soutenu cela, mentionnant à quel point les réémissions étaient courantes après les soumissions initiales. Théo a pointé du doigt les services de notaire, arguant que le personnel réimprimait fréquemment des originaux perdus et appliquait des dates incorrectes pendant les périodes de forte activité. Chloé a finalement contribué en suggérant de simples retards administratifs dans les agences de l'État qui auraient conduit à des corrections de métadonnées involontaires. J'ai gardé la perplexité gravée sur mes traits, demandant innocemment ce que ces détails techniques impliquaient pour le contrôle réel des entrepôts et des contrats.
Mes questions ont provoqué des clarifications prolongées, exposant encore plus de failles. Grand-père intervenait occasionnellement, insistant sur des détails spécifiques concernant l'étendue de l'autorisation. Maître Lefebvre a exposé les statuts juridiques limitant les mandataires aux buts énoncés, notant que tout abus pourrait attirer l'attention de la justice. Les réponses se chevauchaient défensivement. Papa a insisté sur le fait que l'intention était toujours protectrice. Maman a souligné qu'il voulait m'éviter le fardeau en début de carrière. Théo a réitéré que les formulaires ne permettaient que la continuité opérationnelle, rien ne transférant des droits permanents. Chloé a hoché la tête, ajoutant que de tels arrangements protégeaient largement les actifs familiaux. J'ai enchaîné doucement, me demandant pourquoi des procurations s'avéraient nécessaires si la surveillance restait temporaire. La question a suscité des justifications précipitées sur l'efficacité pendant les phases de croissance. Maître Lefebvre a affiché des comparaisons côte à côte avec mes cartes de signature bancaire. Les divergences persistaient. Des variations de l'inclinaison de base et des ruptures de connexion inhabituelles dans mon écriture authentique. Aucune conclusion définitive de falsification n'a émergé, seulement une accumulation de signaux d'alarme exigeant une résolution. L'avocat a souligné qu'une expertise plus poussée pourrait clarifier l'intention. Les visages autour de la table se sont crispés. Papa a légèrement desserré son col. Maman buvait de l'eau à plusieurs reprises. Théo tambourinait doucement des doigts. Chloé a recommandé d'obtenir les registres du notaire pour vérification. Théo s'est saisi de l'idée, affirmant que cela résoudrait tout rapidement. J'ai exprimé une discrète inquiétude sur le fait que de telles étapes semblent nécessaires, ma voix étant maintenant teintée d'une blessure apparente. Les réactions se sont intensifiées, les assurances coulant plus vite, moins coordonnées. Grand-père observait calmement, laissant les doutes s'installer. Les preuves planaient au niveau du soupçon, plantant des graines sans accusation formelle. Les décorations de Noël contrastaient violemment avec le malaise grandissant. Les défenses tenaient, mais les fissures s'élargissaient sous l'examen. La pièce devenait plus silencieuse, chacun traitant les implications des irrégularités signalées. Maître Lefebvre est passé fluidement à la série de documents suivante. Il a étalé une série d'impressions agrandies, chacune affichant un courriel anonyme envoyé à des recruteurs dans des entreprises où j'avais postulé pour des postes de logistique ou de gestion dès la sortie de l'école. Les messages variaient légèrement dans leur formulation, mais suivaient un modèle suggérant que je faisais preuve d'une mauvaise éthique de travail, que j'abandonnais souvent mes responsabilités en milieu de projet ou que je créais des drames inutiles au sein des équipes, me rendant inapte aux environnements professionnels. L'avocat a pointé les en-têtes révélant des domaines d'expéditeurs acheminés par des comptes temporaires. Pourtant, les journaux des serveurs traçaient systématiquement l'origine jusqu'à l'adresse IP résidentielle enregistrée à cette adresse même. Théo a réagi instantanément, se tournant brusquement vers sa mère. Son ton portait une frustration vive alors qu'il lui demandait pourquoi elle avait insisté pour qu'il rédige ses notes, les présentant comme une intervention nécessaire pour décourager des postes trop exigeants ou situés trop loin. Les yeux de Chloé se sont agrandis. Elle s'est penchée en avant, la voix plus haute que d'habitude, rappelant à Théo qu'il lui avait spécifiquement demandé de revoir le courrier sortant de l'entreprise et qu'elle était tombée sur des brouillons enregistrés dans son dossier personnel. Elle maintenait que sa découverte était restée accidentelle, refusant d'accepter une responsabilité partagée pour un mépris qu'elle n'avait jamais approuvé. Papa a tendu les deux paumes dans un geste d'apaisement, tentant de baisser le ton. Il a rappelé à tout le monde que la motivation initiale était de diriger mon début de carrière vers des opportunités locales stables où la famille pourrait offrir des conseils si des défis surgissaient. Le calme de maman s'est brisé davantage. Des larmes ont perlé dans ses yeux alors qu'elle expliquait son inquiétude constante face à la distance. Ses communications n'avaient pour but que d'éliminer les options qui pourraient m'isoler dans des villes inconnues sans réseau de soutien. Théo a répliqué rapidement, arguant que son anxiété s'était traduite par des actions qu'il s'était senti obligé de prendre même s'il était mal à l'aise. Il a affirmé avoir été réticent tout au long, mais avoir cédé à l'insistance parentale. Chloé a contesté cette version, rappelant des conversations où Théo exprimait sa confiance que cette approche bénéficierait finalement à tout le monde en me gardant proche sur le long terme. Je restais immobile, absorbant chaque nuance, la façon dont les voix se chevauchaient, les gestes de plus en plus animés, les visages rouges mêlant défensive et regret.
Quelques interventions de ma part, formulées comme des questions confuses sur des candidatures rejetées spécifiques, ont suscité des souvenirs plus détaillés, élargissant la coordination exposée. Les tentatives de modération de papa s'affaiblissaient. Ses appels à comprendre le contexte de l'intention protectrice tombaient à plat face aux accusations croissantes. Maman essuyait ses larmes, qui coulaient maintenant librement, répétant qu'elle ne voulait que la proximité et la sécurité pour sa fille avant tout. Théo a balayé ces répétitions comme des excuses masquant un contrôle excessif. Il a rejeté le blâme sur l'initiative parentale tout en minimisant son rôle d'exécution. Chloé s'est distanciée davantage, soulignant sa surprise en apprenant toute l'étendue de l'affaire par des découvertes ultérieures. Elle a exprimé sa déception envers Théo pour ne pas en avoir parlé plus tôt. Grand-père regardait, impassible. Maître Lefebvre a disposé les horodatages chronologiquement, illustrant la cohérence du modèle sur plusieurs cycles d'embauche. Les réponses se sont fragmentées. Théo a admis la rédaction mais en a minimisé l'influence. Maman a reconnu sa contribution mais l'a présentée comme une suggestion douce. Chloé a souligné les moments où les messages correspondaient à des périodes où personne ne gérait sa correspondance de manière indépendante. Les récriminations internes dominaient la discussion. Chaque participant gardait sa responsabilité personnelle tout en soulignant l'implication plus grande des autres. J'intervenais de façon minimale, mes questions faisant ressortir des détails chronologiques supplémentaires sans révéler mes connaissances préalables. La présentation méthodique de l'avocat amplifiait naturellement les divisions. Les entrées de journaux correspondaient précisément à l'activité en ligne du foyer pendant les heures habituelles de la soirée. Théo a admis avoir rédigé sous la direction de ses parents. Maman insistait sur une inquiétude mal interprétée. Chloé soulignait sa conscience limitée. Papa plaidait à plusieurs reprises pour une mise en perspective de la situation difficile qui avait dicté ses décisions, bien que sa conviction s'émoussait. J'ai noté calmement comment certains rejets coïncidaient avec des étapes clés de ma carrière. Les réponses arrivaient en justification précipitée, s'en mêlant davantage. La tension se resserrait. Les alliances se fissuraient visiblement sous le poids de l'exposition mutuelle. Grand-père restait observateur. Les pièces à conviction restaient là, témoignage silencieux d'une interférence orchestrée. Les voix se sont finalement tues, l'épuisement l'emportant sur la défensive. Un ressentiment non résolu pesait lourdement. Aucun aveu ne touchait encore à la vente elle-même. L'attention restait bloquée sur le sabotage de carrière. Le fossé se creusait de manière palpable. Les fractures étaient permanentes sous les tentatives de réconciliation de surface. Grand-père a levé la main, paume ouverte, exigeant le silence au milieu de la dispute croissante. Les chamailleries se sont arrêtées brusquement, toutes les têtes se tournant vers lui. Ses yeux portaient une détermination glaciale que j'avais rarement vue, même lors des dures négociations commerciales qu'il décrivait autrefois. Il a pris une lente inspiration avant de parler, la voix ferme et dénuée de chaleur. Il a révélé que plusieurs mois plus tôt, après que des soupçons étaient nés de rapports irréguliers, il avait consulté des professionnels et mis à jour son testament. Le nouveau document révoquait toutes les dispositions précédentes bénéficiant à papa, maman, Théo ou Chloé, redirigeant l'intégralité des actifs restants, y compris les propriétés, les investissements et les fonds, exclusivement vers moi en tant qu'unique héritière. Maître Lefebvre a confirmé tranquillement, faisant glisser la copie certifiée pour que tout le monde puisse la voir. Les sceaux notariés et les signatures des témoins brillaient sous la lumière de la salle à manger. L'avocat est ensuite passé sans transition aux preuves finales. Il a affiché des comparaisons médico-légales agrandies de la signature du contrat transférant la société de logistique à David Moreau. Les superpositions montraient des particularités identiques, des courbes spécifiques dans certaines lettres, des points de levée de stylo constants et des modèles de distribution de pression qui correspondaient aux échantillons authentifiés de Théo avec une certitude de 99%. Les relevés financiers ont suivi immédiatement. Des relevés détaillés retraçaient des transferts de fonds substantiels de l'acheteur vers un compte joint détenu de longue date par mes parents, explicitement catégorisé comme paiement pour la vente de l'actif commercial. La résistance de Théo s'est effondrée visiblement, les épaules affaissées, il a finalement avoué tout le stratagème qu'ils avaient orchestré,
La vente pure et simple pour générer des capitaux urgents afin d'éviter une saisie imminente sur l'entreprise de construction de mon père qui luttait face à des dettes fournisseurs et des exigences bancaires écrasantes. L'implication de Chloé est apparue dans ses explications. Elle avait exploité ses relations dans le secteur pour identifier David Moreau comme un acheteur discret capable de conclure rapidement sans audit approfondi. Maman a laissé échapper un son étouffé, pressant ses doigts contre ses lèvres. Papa agrippait le bord de la table, ses jointures blanchissant encore plus. Les larmes de Chloé ont commencé à couler librement, ses protestations jaillissant, son rôle s'était limité à l'introduction, sans jamais s'étendre à la préparation des documents. Grand-père a répondu sans élever la voix, soulignant que la tromperie coordonnée s'était étalée sur des années, interférant avec mon indépendance tout en exploitant le cadeau destiné uniquement à ma sécurité. Maître Lefebvre a exposé calmement les articles du Code pénal. La falsification de documents affectant des droits de propriété entraînait de graves sanctions, aggravées par des accusations potentielles de fraude lorsque la fausse déclaration induisait le transfert. Un coup délibéré a résonné à l'entrée. Grand-père a hoché la tête. Entrée. 2 officiers en uniforme sont entrés, d'un air professionnel mais ferme. Ils ont expliqué que leur arrivée faisait suite au dépôt d'une plainte pour suspicion de fraude documentaire étayée par des conclusions d'experts préliminaires. L'un a commencé à photographier les pièces à conviction avec consentement, tandis que l'autre a formellement remis les convocations. Les papiers ont d'abord été tendus à Théo, puis à Papa, des avis officiels exigeant une présence immédiate pour un entretien d'enquête concernant la falsification présumée de signatures et la cession non autorisée d'actifs. Chloé a éclaté en sanglots, s'agrippant à la manche de Théo tout en suppliant les officiers que les malentendus pouvaient se résoudre en privé entre parents. Les jambes de maman ont vacillé légèrement. Elle s'est enfoncée dans son siège, le visage enfoui dans ses mains alors que des sanglots étouffés s'échappaient. Papa a accepté la convocation mécaniquement, les yeux fixés vers le bas. Théo regardait la convocation, murmurant d'un air absent des excuses fragmentées sur le désespoir qui l'avait poussé à de mauvais choix. J'ai attendu que les officiers terminent le protocole avant de parler. Ma voix est sortie égale, dépouillée de tout faux-semblant. J'ai déclaré simplement qu'ils avaient privilégié la préservation de leur train de vie par rapport à l'avenir qui m'avait été confié, choisissant de liquider ce qui ne leur appartenait pas. Les conséquences suivaient désormais inévitablement, sans intervention ni clémence de ma part. Les officiers ont conseillé de prendre un avocat rapidement, notant que la procédure suivrait son cours légal. Ils sont partis poliment, laissant des copies et des coordonnées. Un silence pesant est retombé. La musique de Noël provenant d'un haut-parleur lointain semblait absurdement déplacée. Maman a tendu une main tremblante sur la table, murmurant des appels brisés au dialogue pour une guérison familiale malgré les erreurs. Papa a fait écho faiblement, évoquant les pressions qui avaient obscurci son jugement pendant la crise financière. Chloé continuait de pleurer, se demandant comment la protection s'était transformée en ce dommage irréversible. Théo restait muet, la tête baissée dans une défaite apparente. Grand-père a rassemblé méthodiquement les pages éparpillées. Maître Lefebvre a sécurisé les documents, offrant quelques remarques de clôture mesurée. J'ai réitéré que la décision leur appartenait entièrement il y a des années. La clémence exigeait un remords assez sincère pour réparer le mal, ce qui était impossible ici. Plus aucune parole n'a été échangée. La soirée s'est dissoute dans un après-coup fracturé, des liens rompus au-delà de toute réparation. Les officiers sont sortis dans la nuit froide de Lyon, laissant derrière eux les convocations comme des avis de fin de vie. Une année entière s'est écoulée dans un engrenage de procédures judiciaires qui ont testé chaque once de détermination que j'avais construite. Le procès civil s'est éternisé à travers les dépositions et de multiples comparutions au tribunal de grande instance de Lyon, où je suis restée assise pendant des heures sous les néons, répondant à des questions sur des chronologies que je connaissais déjà par cœur. Les nuits se brouillaient dans des révisions anxieuses d'affidavits et de rapports d'experts. Le sommeil était fracturé par l'inquiétude de savoir si les preuves médico-légales tiendraient face aux défenses invoquant la bonne foi ou des erreurs administratives. L'équipe juridique de David Moreau a soutenu avec succès qu'il avait acheté en croyant raisonnablement à la validité du titre, réduisant le montant récupérable à une restitution partielle plutôt qu'à la valeur totale de l'entreprise.
Un accord est finalement intervenu, suffisant pour fournir une base, mais loin de restaurer tout ce qui avait été perdu en opportunité et en croissance pendant ces années volées. L'ordonnance du juge a imposé un paiement par versement structuré, surveillé de près pour éviter toute évasion. Le monde de mon ancienne famille s'est effondré régulièrement. L'entreprise de construction de mon père a coulé sous le poids combiné des dettes existantes et des nouveaux frais de justice, forçant une liquidation judiciaire qui a balayé l'équipement, les contrats et une réputation bâtie sur des décennies. Maman et papa ont vendu la maison familiale, un endroit rempli de souvenirs d'enfance, maintenant entaché, pour couvrir les obligations croissantes, déménageant dans un modeste appartement de location à la périphérie de la ville, où les décorations de Noël n'apparaissaient plus. Théo a fait face à des conséquences distinctes de l'enquête pour fraude. Les termes de sa mise à l'épreuve et les ordres de restitution ont encore plus grevé ses finances. Chloé a demandé le divorce à mi-chemin du processus, invoquant des différends irréconciliables ancrés dans les retombées de l'affaire. Elle est retournée dans sa ville natale, cherchant à s'éloigner du scandale qui affectait son réseau professionnel. J'ai réorienté chaque euro de l'accord vers le lancement d'une plus petite entreprise de logistique axée sur des unités de stockage frigorifique pour les producteurs locaux, les agriculteurs, les marchés, les petits distributeurs alimentaires et les restaurants ayant besoin d'un espace flexible dans toute la région lyonnaise. Les premiers mois ont été brutaux. Obtenir les premiers clients exigeait de la prospection téléphonique, des stands dans des foires commerciales et des tarifs réduits pour instaurer la confiance. Le capital était limité, couvrant les baux d'entrepôt, les achats de remorques réfrigérées et les retards de salaire, testant la loyauté des quelques employés que j'avais embauchés. Le flux de trésorerie s'est stabilisé progressivement grâce à un réseautage persistant lors d'événements industriels et à une prestation de services fiable. Des contrats récurrents ont émergé de partenaires satisfaits, en recommandant d'autres, et la rotation des stocks s'est améliorée de mois en mois. Mon grand-père Gérard s'est installé dans une résidence confortable à proximité, offrant des conseils informels tirés de sa longue carrière, négociation avec les fournisseurs, optimisation des itinéraires, évaluation des risques, des conseils qui se sont avérés inestimables sans être envahissants. Il se joignait à d'occasionnelles visites de sites, la fierté étant évidente alors que les opérations s'étendaient d'une seule installation à plusieurs sites satellites desservant les départements voisins. Tout contact avec mes parents et mon frère a cessé. Les numéros bloqués empêchaient toute approche directe, bien que des messages occasionnels de maman arrivaient via des connaissances communes, de brèves excuses exprimant des regrets et des espoirs de réconciliation éventuelle. Je les ai supprimés sans les lire, reconnaissant les schémas de manipulation sous les remords de surface. La guérison exigeait des limites, pas la réouverture des blessures. Les jalons professionnels se sont accumulés discrètement. Premier trimestre rentable, prime de fidélisation des employés, critiques positives de clients appréciant le service personnalisé absent chez les plus grands concurrents. Ma routine personnelle s'est installée dans un rythme régulier. Vérification d'entrepôt tôt le matin, paperasse le soir, temps libre le week-end, lecture de revues spécialisées ou promenade sur les sentiers locaux pour s'éclaircir les idées. La présence de grand-père offrait une compagnie constante, des repas partagés, des discussions sur les tendances du marché, des soirées calmes. Son encouragement renforçait les choix faits. L'indépendance financière devenait tangible, les comptes reflétant des progrès durement gagnés plutôt que la dépendance ou la tromperie. L'ombre de la trahison persistait dans les moments de doute, mais l'élan vers l'avant l'emportait de plus en plus. Les licences commerciales étaient renouvelées sans encombre. Les polices d'assurance étaient mises à jour, de petits rassemblements d'équipes marquant des réussites comme l'ajout de nouveaux véhicules. Les liens avec la communauté se sont renforcés grâce à l'implication dans la chambre de commerce et au parrainage d'événements locaux soutenant l'agriculture régionale. La santé de grand-père restait robuste, ses idées affinant mes stratégies face à la fluctuation des coûts du carburant et au changement de la chaîne d'approvisionnement. L'isolement vis-à-vis des parents biologiques a évolué vers une solitude choisie, une paix dérivée de l'autosuffisance. Les réflexions sur cette nuit de Noël ne faisaient surface que rarement, servant de rappel plutôt que de regret. La croissance s'est poursuivie par étapes. Des unités réfrigérées supplémentaires ont été ajoutées. La liste des chauffeurs s'est diversifiée, tout comme la base de clients, réduisant les risques. La stabilité semblait méritée, les fondations solides face aux incertitudes futures.
Grand-père remarquait souvent la résilience affichée, sa satisfaction étant évidente en observant l'entreprise prospérer sous ma direction. La vie s'est remodelée autour de l'authenticité, libérée de la toxicité héritée. Depuis le petit bureau de ma nouvelle entreprise de logistique, j'ai commencé à poster mon histoire de manière anonyme sur un forum en ligne dédié aux personnes ayant été exploitées financièrement par des proches. Le fil de discussion a gagné du terrain discrètement au début, les vues augmentant, quelques réponses sympathiques arrivant d'inconnus confrontés à des litiges d'héritage similaires ou à des fraudes fraternelles. Un soir, après avoir fermé l'entrepôt, j'ai remarqué un message privé d'une jeune femme d'une vingtaine d'années vivant près de l'île. Elle a décrit comment son frère aîné avait discrètement transféré à son nom les terres agricoles familiales que leur défunte grand-mère lui avait laissées, en utilisant des documents falsifiés pendant qu'elle était à l'école d'infirmière. Nous avons échangé plusieurs messages au cours des semaines suivantes. J'ai partagé les ressources que j'avais rassemblées pendant mon propre dossier, nom d'organisation d'aide juridique, modèle pour déposer des plaintes, conseils sur la collecte de relevés bancaires sans alerter l'auteur. Elle me tenait au courant de chaque étape, la consultation initiale, le dépôt de la plainte civile pour transfert frauduleux, les séances de médiation qui ne menaient à rien. Je restais éveillé tard pour lui répondre, lui offrant des encouragements quand les dépositions ébranlaient sa confiance. L'affaire s'est conclue en sa faveur après des mois d'aller-retour. Le juge a ordonné la restitution du titre de propriété et des dommages-intérêts compensatoires. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier simple, des pages remplies de gratitude pour les conseils qui avaient transformé une peur écrasante en étapes concrètes. D'autres demandes similaires ont suivi progressivement. Un homme de Bordeaux m'a contacté au sujet de ses parents qui détournaient les distributions d'un fonds destiné à ses études. Une femme à Marseille a décrit une tante liquidant des comptes d'investissement partagés sans consentement. J'ai réservé des heures de week-end pour des consultations virtuelles, examinant les documents qu'ils téléchargeaient de manière sécurisée, suggérant des questions pour leurs avocats. Aucun frais n'a jamais été échangé. La satisfaction venait de voir des schémas que je reconnaissais évoluer vers une résolution. Des victimes confuses retrouvant de la clarté, reprenant le contrôle au lieu de rester paralysées. Grand-père Gérard est devenu un visiteur régulier au bureau. Il arrivait en milieu de matinée avec un café, s'installant dans la chaise d'appoint pendant que je gérais les factures ou la planification des itinéraires. Les conversations dérivaient souvent vers des réflexions sur la justice. Il reconnaissait que le chemin s'était avéré bien plus rocailleux que ne le suggérait la colère initiale, paperasse sans fin, audience retardée, recouvrement partiel plutôt que restauration complète. Pourtant, il soulignait la croissance observée dans ma gestion des revers, des décisions fondées sur l'expérience plutôt que sur la réaction. La fierté perçait dans son ton lorsqu'il discutait des expansions de clients ou des réussites des employés. Noël a complètement changé de sens. Les décorations apparaissaient avec parcimonie, un petit sapin sur le bureau de la réception, des lumières le long de l'entrée de l'entrepôt pour remercier le personnel. La date n'évoquait plus de rassemblements forcés ou d'agenda caché, servant plutôt de rappel annuel de donner la priorité à l'autopréservation. Je voyais la famille à travers un prisme plus clair. Désormais, le lien se méritait par un respect constant, et non par le simple lien du sang. Le pardon restait possible, mais seulement envers un changement démontré, pas envers un mal répété. La piqûre de la trahison s'est émoussée avec le temps, remplacée par un but dérivé de l'aide aux autres pour naviguer dans une obscurité similaire. Chaque histoire de succès renforçait le choix de rompre les liens toxiques, laissant de la place pour des relations plus saines basées sur la confiance mutuelle. Grand-père remarquait souvent comment l'épreuve avait forgé une résilience inimaginable auparavant. Une satisfaction tranquille accompagnait le fait de voir l'entreprise prospérer sur l'intégrité, libérée des ombres du passé. La leçon était apprise. Une parenté profonde ne confère aucun droit automatique à la loyauté. La protection commence à l'intérieur de soi. Les limites sont essentielles contre ceux qui prouvent qu'ils ne sont pas disposés à les respecter. Couper le contact n'était pas de la cruauté. Cela permettait la survie, la croissance et une contribution éventuelle au-delà de la douleur personnelle. La vie continuait d'avancer, ancrée dans des choix alignés sur des valeurs durement acquises. La paix n'est pas venue de la réconciliation, mais de l'acceptation de la réalité et de l'engagement envers des normes différentes.
Aider les autres est apparu comme une rédemption discrète, transformant les blessures privées en une force partagée. La présence de grand-père ancrait la routine quotidienne, sa sagesse complétant les exigences opérationnelles. L'entreprise s'est développée régulièrement. L'implication communautaire a grandi naturellement, parrainant des collectes de banques alimentaires locales, s'associant à de petites fermes. L'épanouissement personnel découlait de l'indépendance acquise et du but découvert en soutenant des individus vulnérables face à la déception familiale. La réflexion a apporté de la clarté. Le lien du sang ne garantit rien. Le caractère définit la valeur. Le pardon refusé aux traîtres non repentis protégeait mon bien-être futur. Aller de l'avant signifiait embrasser l'autosuffisance, offrir de l'aide sélectivement et vivre de manière authentique. Le voyage, bien que douloureux, a produit une maturité et une direction imprévues. Grand-père l'a le mieux résumé lors d'une pause café. La justice arrive parfois incomplète, mais l'évolution personnelle complète la victoire. Cette perspective a tout guidé désormais. Noël marquait le renouveau, pas la perte. Un jour renforçant la vigilance et la gratitude pour les chemins choisis. La vérité fondamentale restait privée mais profonde, la famille gagne sa place.